Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast dédié à l'IA générative et aux entreprises qui mettent l'IA au cœur de leurs solutions. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mehdi. Bonjour Mehdi. Mais Léonis, comment ça va? Eh bien, très très bien. Est-ce que tu m'entends? Ouais, super. Merci beaucoup pour l'invite. Très Eh sympa. ben, merci surtout à toi parce qu'on devait programmer cette invitation il y a bien longtemps. Je sais que tu étais très très Ouais, occupé. j'ai repoussé, c'est ma faute à chaque fois. Je suis désolé, mais j'aime beaucoup le concept. C'est vrai que ça arrive de plus en plus, cette espèce de format de vidéo. Je trouve ça hyper sympa, hyper pratique aussi. Pas besoin de tout le Ouais, matos, donc. c'est vrai que ça permet de pouvoir d'avoir un échange interactif, un échange humain, même si on parle d'intelligence artificielle. Ah, ouais. Et donc du coup, l'idée, c'est de pouvoir échanger avec toi. Alors, Mehdi, justement, aujourd'hui, on a voulu, et c'est pour ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant de t'inviter, on a voulu parler d'intelligence artificielle dans le domaine de l'immobilier. Alors moi, ça me tient à cœur puisque effectivement, on a une activité dans le Ouais. domaine de la promotion immobilière et également une activité d'accompagnement sur, l'intelligence artificielle, entre autres dans, l'immobilier. Et toi, justement, tu as créé, une solution, dédiée à l'immobilier neuf et notamment l'immobilier d'entreprise. On va pouvoir en parler ensemble pendant ce podcast. Et justement, tu as créé une solution verticalisée à destination des professionnels de ce secteur. Et je dirais que dans le contexte actuel, c'est certainement une aubaine, hein, peut-être pour les acteurs Ouais, ouais. qui On évoluent. va Et en juste, parler, aubaine ou ça dépend, hein, le secteur aussi est un peu, en difficulté. Donc, voilà, il y a aubaine et puis il y a la conjecture aussi qui fait que il y a d'autres sujets dont on va parler. Mais effectivement, merci pour la petite présentation. alors justement, alors je vais te laisser je vais te laisser la main pour te présenter peut-être en introduction. Moi, ce que j'aime bien, c'est que avant tout, tu es un entrepreneur aussi, et Mmh. donc ce qui serait bien, c'est peut-être, justement, te présenter en introduction et nous parler à la fois, d'abord, de ton parcours, personnel et puis également ton parcours d'entrepreneur, pour ensuite arriver sur Upfam. OK, top, 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 super. Ben écoute, donc moi c'est Mehdi, hein, je suis un des 3 cofondateurs de Upfund, donc c'est une plateforme, data as a service pour, l'IMO d'entreprise. Mais avant ça, moi j'ai commencé en salle de marché, donc moi j'ai plutôt un background, ingénieur. J'avais fait une à Lyon, en télécom, et j'ai commencé en assistant trader en salle de marché, sur le desk en plus de Kerviel, sur des produits dérivés d'actions. Donc j'ai fait mes 3 ans à la Société Générale. Ouais, voilà, tu connais la défense, la petite marche tous les matins, et cetera. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ensuite, j'ai quitté, voilà, le monde de la finance n'était pas forcément, enfin, moi, j'avais pas non plus, ça, c'est une ambiance assez spéciale, hein, les salles de marché, c'est hyper, voilà, c'est des profils super, il y a des gens qui sont hyper brillants, et cetera. Mais après, c'est un peu, voilà, j'avais pas trop non plus accroché. J'ai plutôt accroché avec la partie tech, on va dire. Ensuite, j'ai fait du freelance pendant quelques années, à la belle époque du freelance, l'ère, voilà, où tout le monde se lançait. Il y avait très peu de freelance, c'était assez rare dans les boîtes. J'ai fait quelques missions chez des gros groupes. C'était plutôt bien passé. C'était assez innovant. J'étais un des premiers profils sur Malte, Comet, toutes ces plateformes-là. Ensuite, j'ai monté En freelance, Ouais, sur quelle activité du coup? ouais, moi, c'était plutôt de la data. Du coup, j'avais tiré un peu ma vie de ces 3 années enfin, de tech, etc. C'était vraiment du traitement de la donnée en Python, principalement, ouais, data eng, et full stack aussi, du développement full stack. À l'époque, c'était moins Ouais, trendy. et complètement bifurqué par rapport aux salles de marché. C'était vraiment une autre, Ouais, mais c'était un autre. beaucoup de data au final. C'était gestion des flux. Enfin, tu sais, un trader, il a ses 9 écrans avec son analyse de risque, son PNL, enfin voilà, les ordres qu'il a passés. Donc, ça fait une dizaine d'applications à maintenir en temps réel dans les salles de marché. Il faut courir, etc. Il y a des pertes opérationnelles qui sont autorisées. C'est un monde assez intéressant. Les gens, enfin, c'est assez mystique d'ailleurs, hein. Les gens n'imaginent pas trop forcément comment ça marche, mais Bah, ça reste, hyper. j'avoue que ça reste Ouais, encore mystique. Ça reste des boîtes noires. On ne sait pas c'est exactement ce qui toujours. se passe. Ouais. Ouais, ouais. Bah, au final, effectivement, ouais, les produits enfin, voilà, il y a aussi ce côté-là où les gens font exprès de garder ce côté mystique, hein. Il y a du jargon, il y a plein de choses. Mais bon, c'est un peu comme dans le Loup de Wall Street. Mais de plus en plus, ce qui est intéressant de voir, c'est que les profils, on va dire les top écoles, ne vont plus vraiment sur les salles de marché. Ils commencent à aller plutôt vers des boîtes ou, enfin, de l'entrepreneuriat, tout ce qui est autour de l'énergie aussi. Et en fait, les profils qui sont, voilà, c'est plutôt des polytechniciens, grandes écoles, etc.
sont en train de se déporter vers d'autres industries, là où avant c'était la finance. Là, on voit d'autres gens aller vers la tech, etc. Donc, c'est ce qui s'est Ah non, passé. mais clairement, on a eu l'ère des, effectivement, des traders. Aujourd'hui, c'est l'ère des data scientists et des experts en intelligence artificielle, entre autres. Exactement, exactement. Ben, j'ai essayé de surfer cette vague-là, donc j'ai créé une première boîte après voilà, cette période de freelance. Où on vendait du logiciel, nous, pour les hôpitaux. Tu sais, un peu avant le Covid, quand tu lances un essai clinique, bah, il y avait besoin d'agréger plein d'informations bah, du promoteur pharmaceutique Sanofi, du médecin et de l'hôpital. On avait créé une plateforme en ligne où tout le monde pouvait charger les documents, etc. On avait vendu à la PHP, enfin voilà, les hôpitaux de Paris. Bon, au final, l'aventure, comme toute première aventure entrepreneuriale, c'est dur, hein, c'est difficile. Donc moi j'avais un petit souci avec ma cofondatrice. On n'était pas vraiment sur la même longueur d'onde. Et d'ailleurs, c'est 30 à 40% des échecs en startup, ça vient principalement bah, de l'équipe, hein, les premiers Ah ouais. les gros. Ouais. Ouais, non, non, sur les stats, c'est ce qu'il dit. Les gens pensent que c'est la concurrence ou que c'est le marché, etc. Pas du tout. Déjà, bien s'entendre avec ses associés. Euh, et donc, pendant le Covid, on avait continué à développer ça. Du coup, on a pu, voilà, on a arrêté l'aventure. Et ensuite, j'ai relancé une plateforme. Donc moi, entre-temps, j'étais allé travailler dans l'industrie de l'immobilier et j'avais découvert que, enfin, moi, tu vois, j'arrivais des salles de marché où il y avait des traders qui faisaient des calculs super compliqués pour aller calculer les meilleurs ratios pour obtenir, voilà, faire les meilleures marges, etc. C'était assez complexe. Et là, j'arrive dans ce monde de l'immobilier. Donc, j'avais bossé chez BNP Real Estate. La partie Mhm. immobilière hein, de BNP, j'étais plus sur la partie financière. Et là, pour le coup, j'étais sur un deal hyper intéressant où c'était Aldi qui rachetait les magasins Leader Price. Donc, pour tous ceux qui font leurs courses, il n'y a plus de magasins Leader Price parce ils ont été vendus. Et c'est Aldi qui a racheté le portefeuille de 500 magasins. Donc, très grosse opération. Et puis, voilà, c'est là que j'ai découvert un peu le monde de l'IMO, comment ça marchait. Il y avait des rachats enfin, tu vois, tous les leader price devaient être rachetés. Et puis, ceux qui avaient le mandat, donc qui devaient commercialiser ou travailler ce portefeuille, bah, c'était BNP Real Estate. Moi, j'ai bossé 2 ans avec eux sur ces sujets. Bon, là, j'ai tout appris. Et c'est là que tu découvres en fait un autre monde différent, le monde de l'immobilier très très loin, on va dire, de tous ces algorithmes et de toute cette complexité que tu peux avoir, où c'est vraiment du relationnel, du réseau, où des gens font des transactions immobilières. En plus, nous, c'est de l'immo d'entreprise, donc si je dois préciser un peu à l'audience, c'est tout ce qui est bureau, entrepôt, commerce, etc., tout ce qui est non résidentiel. Donc c'est moins connu du grand public. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait un gros sujet enfin, de data, hein, parce que c'est comme en immobilier classique, hein, dès qu'on veut acheter un T2, un T3, bah là c'est pareil. Dès qu'on achète, on se projette pour un entrepôt ou un gros local commercial, on a besoin de faire des études, on a besoin de connaître le prix. Et il y a quelques entreprises qui se positionnaient un peu sur ce marché-là de la data. Du coup, nous, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à jouer. Donc, on a monté UpFund, justement, et c'est du data as a service. Ce qui tombe assez bien dans la conjoncture actuelle, tu sais, avec l'IA, et je pense qu'on va en reparler, euh, c'est que, ben, effectivement, la fameuse phrase, c'est Software is eating the world. Donc, c'était la phrase qui était en vogue dans les années 2010 de Paul Graham, je crois. Donc, le logiciel est en train de manger le monde. Et là, c'est AI is eating software. Donc, l'IA est en train d'arriver pour justement manger le logiciel. Donc, c'est assez drôle cette conjecture qui est en train de se passer là. Nous, comme on est sur de la donnée vraiment, c'est un peu différent. Donc, ça peut être intéressant d'en parler aussi. Donc, voilà, Alors petite boîte. justement, Ouais, allez, justement, juste, je veux revenir un petit peu sur la genèse de Upfund, parce que tu es allé un ouais, petit peu ouais, vite avec plaisir. là-dessus. Donc, ce transfert de la finance, effectivement, à l'immobilier d'entreprise, en Mhm. passant par plusieurs autres étapes. Bah, quelque part, tu peux retrouver quelques similitudes, j'imagine, quand tu parles d'investissement immobilier, certainement que tu retrouves un petit peu des mécanismes un peu similaires sur l'aspect financier, hein, et notamment, bah, justement, ne pas se tromper en cherchant une rentabilité sur ces investissements. Ouais. Alors, pourquoi avoir quitté justement BNP Real Estate et vouloir créer Upfund? C'est quoi Ok, qu'est-ce qu'il y a? l'élément déclencheur, en fait? Ok, ok. Ouais, donc bah, effectivement sur la première question, essayer de prendre tout ce monde de la finance très analytique et l'appliquer à l'immobilier, bah en fait c'est voilà c'est quelque chose que j'ai eu envie de faire parce que en termes de méthodologie, quand je voyais un peu la manière de fonctionner, hein, l'immobilier c'est un peu à l'ancienne, etc. Je me suis dit que voilà c'est un des secteurs les plus en retard
digitalement. Donc, on voit qu'il y a énormément de choses à faire dans ce marché-là. C'est aussi, ben, l'immobilier, c'est le plus gros collatéral en termes de finances. Il y a énormément de valeur du PIB qui est dans justement les bâtiments, le patrimoine, etc. Et c'est assez drôle que les méthodologies qui soient appliquées à ce monde-là, ben, soient pas du tout, on va dire, à l'échelle, on va dire, par rapport au volume de transactions qui se font sur le marché. Donc assez drôle. Donc c'est difficile de répliquer ça parce que c'est pas exactement les mêmes personas, on est plutôt sur des analystes, etc. Mais l'idée à terme, c'est effectivement de pouvoir piloter une transaction immobilière comme on pilote une transaction financière. Et pour ta deuxième question, pourquoi avoir créé ça? Bah, déjà, moi, j'ai un peu le syndrome de l'électron libre. C'est-à-dire, j'ai énormément de... En fait, je suis dans le monde corpo. Bon, j'étais dans une banque, etc. Comment dire ça, mais je suis pas le, on va dire, je suis pas le meilleur atout d'une entreprise. Ça veut dire, j'ai tendance, moi, à être, voilà, j'ai envie d'aller toujours plus loin un peu que la tâche qu'on me donne et j'ai envie de me défoncer à chaque fois pour les challenges qu'on me donne. Et des fois, en fait, c'est pas forcément adapté dans des grands groupes où il y a beaucoup de management, il y a beaucoup de strates, il y a beaucoup aussi de politique. Donc, tu dois montrer que tu travailles et tu dois aussi travailler. Je sais pas si tu vois ce truc. Donc, tu as toute cette partie un peu politique que moi, personnellement, j'avais un peu du mal à me mettre là-dedans. Et voilà, pour moi, je voulais aussi créer mon aventure. Donc, c'est beaucoup d'aventures, c'est beaucoup de, voilà, le challenge aussi, ça m'intéresse. Et s'il y a un moment aussi pour entreprendre, c'était maintenant, hein, parce que beaucoup de gens pensent que effectivement on peut entreprendre à tout moment. Mais en fait, dans la réalité, il y a une stat qui dit qu'il y a vraiment deux grosses périodes pour entreprendre. C'est celle de 25 à 35. Et c'est celle ensuite. Après, ça dépend des vies, etc. de chacun, hein. Tout le monde n'a pas voilà, tous les parcours qui sont pas forcément ISO. Et la deuxième période de 45 à 55. La première, c'est la période. Effectivement, parce qu'entre les 2, tu as les enfants et ça Voilà, reste voilà, compliqué. Ceux qui font des enfants, effectivement, exactement. ça reste compliqué. Je l'ai vécu un petit peu Bah, et la startup, c'est un enfant en soi, ouais. Donc, mais toi, tu fais partie de cette deuxième génération, c'est ça? exactement. Et donc, quand tu t'es retrouvé effectivement après dans cette partie-là, bah, en fait, effectivement, ça suppose comment dire, de consacrer du temps à une activité et Ouais, ce même temps qui est quand même assez colossal doit être aussi donné aux enfants. Et c'est vrai que du coup, l'équation, elle est très compliquée ouais. à résoudre. Et donc, c'est pour ça que moi, j'admire énormément les entrepreneurs parce que, effectivement, ça reste des challenges Mais après, faut quotidiens. jauger, hein, parce que sur ta première période, tu vois, t'as 25 ans, t'as moins de carnet d'adresses, t'as moins de réseau, C'est ça. t'as moins fait tes preuves, donc t'as moins d'expérience, mais t'as plus d'énergie, à contrario, sur la deuxième période. Mais après, les statistiques, parlent d'elles-mêmes. C'est les entrepreneurs qui réussissent, le mieux, enfin, sont souvent de la deuxième, génération, donc, les plus de 45 ans dans les statistiques. Et c'est même assez rare qu'il y ait des entrepreneurs qui, voilà, qui performent. Donc, on a ce mythe de Zuckerberg, etc. Mais dans la réalité, quand on regarde les statistiques un peu dans le monde, c'est plutôt la deuxième génération. Et on voit aussi sur le temps, donc toi, tu disais que tu avais des enfants, mais la gestion du temps, une fois qu'on a des enfants, elle est complètement rebalancée, elle est complètement différente. Et on le voit bien, moi je le vois avec certains fondateurs, c'est vraiment le temps qu'ils ont alloué au travail. Ils perdent pas une goutte, quoi. En fait, il y a pas de. Une C'est fois ça. qu'on a eu des enfants et qu'on voit ça, c'est assez différent. Ah, c'est très stretch, c'est stretch. Tu Je confirmes? Ouais, ah, je te confirme. Voilà, Heu, voilà. juste, du coup, pour avancer un peu dans notre échange, justement, par rapport Ouais. à Upfront, donc toi, tu t'adresses aux acteurs de l'immobilier. Tu as rappelé, les différentes cibles, immobilier Mhm. d'entreprise avec, différentes cibles dans ce secteur. Ouais. L'immobilier, en général, est en crise, disons-le. Ouais. C'est une Une belle période. crise même. Voilà, ouais, je pense peut-être une crise qui n'est certainement jamais encore arrivée et je pense qui est durable. Aujourd'hui, c'est ça qu'on constate aussi. C'est quoi ta vision, d'abord sur le marché? Qu'est-ce que tu constates, justement sur chacun des segments? Alors, il y a plusieurs effectivement, donc nous, on est dans l'immobilier d'entreprise, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la crise, bah, elle est multiple, elle est à plusieurs niveaux. Donc moi, toute la semaine, je suis avec des directeurs, ça peut être des agents immobiliers, on les appelle les brokers, en immobilier d'entreprise. Ça peut être des propriétaires, des bailleurs, et cetera, ou ça peut être des utilisateurs, on appelle ça comme ça, des gens qui vont chercher des locaux, hein. Par exemple, Aldi est un utilisateur, il va chercher à louer un local, et cetera. Ce qu'on voit sur le marché, c'est bon.
la crise aussi de la promotion, hein, donc tu disais que tu avais eu que tu avais travaillé justement, que tu travailles dans la promotion immobilière. Donc il faut savoir qu'après la guerre d'Ukraine, il y a eu vraiment une augmentation des prix des matières premières et aussi une augmentation des taux. Ce qui fait qu'en fait, les promoteurs se sont retrouvés avec des actifs sur les bras. Donc ils ont construit des logements, ils ont construit énormément de biens immobiliers qui n'ont pas pu être revendus, hein, parce que le principe même d'un promoteur, c'est de construire et puis de revendre, de commercialiser les lots qu'il a construits et de faire une plus-value. Et en fait, à cause de l'augmentation de ces prix-là, typiquement, et l'appréhension, on va dire, des personnes qui, à la base, devaient acheter ces lotissements, par exemple, ben, comme les taux sont à 3% aujourd'hui et étaient à 1% il y a 2 ans, même pas, ben, en fait, les gens ont tendance à se dire, OK, on investira un petit peu plus, enfin, on va patienter, on va être plutôt attentif sur ce marché-là. Et la deuxième crise qui frappe en même temps ce marché-là, c'est la crise du bureau. Donc en fait, ce qu'a apporté le télétravail, c'est qu'aujourd'hui, si tu te mets par exemple à la place, je sais pas, de L'Oréal, euh, qui exploite des bureaux pour tous ses employés, en fait, ce qui s'est passé avec le télétravail, c'est que bah, les actifs qui étaient remplis à 5 jours sur 7 de base dans la semaine, aujourd'hui sont plutôt remplis à 4 jours, voire 3 jours sur 7. Ce qui veut dire que le télétravail, bah, en fait, a complètement bouleversé la manière dont on travaille. Il y a des rotations, les gens viennent plus forcément au bureau de la même manière, etc. Et au final, ce qui se passe pour les propriétaires de ces immeubles, c'est qu'ils ont des charges à rembourser. Et au final, un bâtiment qui a 3 septièmes ou 4 septièmes, c'est pas du tout la même rentabilité qu'un bâtiment à 5 septièmes. Ce qui fait en fait qu'il y a une certaine vacance qui s'est produite sur ce marché-là. Euh, et en fait, cette vacance commerciale liée au bureau, ben, en fait, elle rend difficile d'aller commercialiser des bureaux qui existent, par exemple, en périphérie de Paris. On peut parler à Paris, c'est différent. Si on prend vraiment Paris, la capitale, c'est différent parce qu'il y a toujours voilà, toutes les startups, tout le monde veut être à Paris dans le centre, c'est là où il y a le quartier d'affaires. Et dès qu'on sort un peu, on voit ces grandes tours de bureaux qui sont vides. Et en fait, c'est le télétravail et c'est vraiment les changements de mœurs qui ont créé ça. Ce qui fait qu'avant, en fait, le bureau, c'était vraiment l'Eldorado, on va dire, pour les investisseurs, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui achetaient des tours de bureau et la performance du bureau était payée par les locataires, etc. Et c'était un Avec des produit bonnes super, en fait. performances. Voilà, financièrement. Même pour la mairie, un bureau, voilà, il n'y a pas besoin de créer de logements à côté, de commerce. Voilà, ça paye ses taxes au niveau de la collectivité locale, je veux dire. Ça paye ses taxes, etc. Et en fait, la grosse problématique, c'est que là, on doit réhabiliter ces tours-là, qui sont pas forcément faites pour du logement. Donc, on se retrouve avec des actifs qui sont pas loués. Donc, derrière, les propriétaires doivent payer des crédits parce que voilà, hein, il y a toujours un levier hein, quand on achète un bâtiment de bureau à 20 millions, on l'achète pas au cash. Il y a du financement, il y a de la dette derrière, donc il faut payer aussi des appels de charges, des copros. Enfin, c'est pas de la copro, mais c'est des charges en fait qui sont énormes. Hein. Un gros bureau, il y a une personne en bas, il y a un standard, il faut nettoyer les vitres. C'est vraiment une maintenance qu'on n'imagine pas. Et en fait, les brokers aujourd'hui, donc les agents immobiliers, ont du mal à commercialiser, à trouver des locataires pour ces actifs-là. Après, on peut parler de d'autres classes d'actifs, comme le commerce, par exemple, qui a été touché de plein fouet par le Covid. Voilà, c'est assez direct, on comprend un peu comment ça fonctionne. En ce moment, ce qui s'en sort bien, c'est les résidences gérées, type résidence étudiante, Ouais. mais un peu à l'américaine, tu vois, les nouveaux styles de résidence où tu as toute, Co-living, voilà, tout ce qui est géré, etc. Et culture. puis, tu as le retour un peu du commerce, suite petit retour du commerce. Et puis, tu as la logistique. Donc, c'était la grande ère de la logistique Ouais. il y a 2 ans. Et puis, Locaux surtout les d'activité data. logistique. Ouais, Locaux c'est ça, d'activité locaux logistique. d'activité. Ouais, C'est ouais, trois ouais, il y a sujets une. effectivement, qui- Exactement. Et puis, enfin, après, il y a l'alternative, hein, l'hôtellerie, ça marche bien. Et puis, les data Ouais. centers, enfin, c'est des trucs vraiment très spécifiques, mais en ce moment, ça cartonne. Donc, voilà, une Oui, j'ai crise. interviewé moi, dernièrement donc un ami qui travaille chez Schneider Electric justement, Mhm. donc enfin, qui sont eux-mêmes portés par les Ouais. data centers. C'est vraiment le sujet. Les promoteurs effectivement vont dans cette direction. Justement, avec peut-être, est-ce que tu ressens de ton côté, juste pour conclure peut-être là-dessus sur le marché, aussi Mhm. un mouvement de retour au travail dans les bureaux? Euh, Parce que en discutant moi-même avec un certain nombre de clients, je me rends Mhm. compte que finalement, il y a eu cette, peut-être ce fantasme autour du télétravail, Ouais. dans lequel, on allait optimiser les charges justement, de surface, de loyer, et cetera, et que finalement, il y a une déperdition d'un point de vue de l'efficacité au travail et que finalement, on demande un retour
même très significatif au bureau, parce que tous ces temps informels sont perdus, parce que la créativité, parce que l'inventivité, l'innovation, finalement, et puis même les relations humaines Ouais. se perdaient petit à petit. Et donc, est-ce que toi, tu constates justement, toi qui as une photo un peu globale avec ces datas, d'un mouvement justement d'entreprises qui sont à la demande de bureaux? Ouais, donc effectivement, la demande revient, hein. C'est vrai que le télétravail a modifié un peu la manière dont on travaille. On est allé un peu trop loin jusqu'à 2 jours de télétravail, 2 jours de travail, en physique, on va dire, et 3 jours de télétravail par semaine. Et aujourd'hui, on revient plutôt à du 4/5. Et en fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est dur d'inculquer une culture d'entreprise. Moi-même, je le vois, on est une quinzaine, au bureau. Voilà, c'est important qu'on soit là, surtout quand on démarre. On est une jeune start-up, voilà, on est en pleine phase d'accélération, donc il faut qu'on soit sur voilà, ici présent pour un peu inculquer cette culture d'entreprise. Après, ça dépend les secteurs, hein. Je sais que dans l'informatique, typiquement, les développeurs aiment bien être assez autonomes, par exemple, et avoir 2, 3 jours de télétravail. Parce qu'en fait, c'est pas les mêmes jobs, hein. Tu peux avoir des jobs qui sont des jobs de production sur des temps un peu plus longs, où ils ont besoin de longues plages de temps sans interruption. Et puis, tu as les slots, on va dire les typologies typiques commerciales, manager, où là, c'est vraiment plein de petits rendez-vous et voilà, il faut fusionner les deux. Mais effectivement, donc on voit un vrai retour. Par contre, ce qui se passe, c'est que ce qui est en train de changer, en fait, c'est la manière dont les gens veulent voir leur bureau. Ils veulent plus le voir comme un lieu. En fait, ça devient vraiment un lieu de vie où on se rencontre et ce lieu de vie est en train de changer. C'est-à-dire que tout le monde veut revenir un peu dans des bureaux, mais pas n'importe où. Enfin, je prends l'exemple de l'Île-de-France, pareil parce que j'y habite, mais ça peut être le cas dans les grandes villes aussi en France. C'est par exemple, tout le monde veut habiter à Paris, dans l'endroit stylé, avec 2 jours de télétravail, voire un jour, parce que autour, il y a toutes les activités, enfin, les gens font, voilà, c'est assez pratique, etc. Et les gens veulent plus faire non plus ce qu'ils appellent aux États-Unis les commutes, donc passer 2 heures dans les transports, etc. C'est des choses que les gens veulent garder fin de cette période Covid. Ils veulent plus se taper ces 2 heures de transport, etc. Donc on reviendra pas, à mon avis, au 5/5, 5 jours sur 5 sur le TT, mais plutôt à des 4/5e, et c'est ce qu'on est en train de voir. Et de plus en plus d'entreprises dans l'IMO sont en train d'accepter, parce que nous, enfin l'immobilier, voilà, c'est il y a quand même des entreprises qui n'autorisaient pas le télétravail, tout simplement parce que c'était pas vraiment dans les mœurs, etc. Je pense à des entreprises d'administrateurs de biens ou des choses très opérationnelles où il n'y a pas vraiment de télétravail, ont commencé à accepter du télétravail. Comme voilà, l'industrie immobilière est quand même pas forcément. Voilà, on n'est pas dans l'industrie marketing, c'est pas les mêmes standards, mais c'est en C'est train en train de de, changer. ouais, voilà. Donc c'est en train Oui, vraiment donc d'accélérer, de changer. voilà, il y a le curseur qui est en train de se régler, et en tout cas, Exactement. ça veut dire que sur le marché, alors effectivement, nous, comme je dis, sur notre pôle d'activité autour de effectivement de l'accompagnement des promoteurs immobiliers, on le voit que la physionomie des lieux de travail a complètement changé. Il y a une vraie volonté à chaque fois qu'on fait des bâtiments, nous, d'immobilier de bureau, un Ouais, très, très grand travail qui est fait par les promoteurs immobiliers sur effectivement en faire des lieux de vie, et plus exactement. que des lieux de travail, dans lequel Ouais. on a vraiment plaisir à venir, et Mmh. effectivement avec tout ce que ça suppose, justement en termes d'espace, au sein de ces. C'était un sujet je sais pas si tu connais Philippe Journeau, un des cofondateurs enfin le fondateur de la compagnie de Falsbourg, qui est un gros propriétaire de centres commerciaux. Et en fait, bah voilà, il expliquait que sur les 20, 30 dernières années, on avait construit ben, ces lieux, ces centres commerciaux qui étaient des grandes allées blanches, vraiment monochromes, où voilà, tu as des cellules avec tous les magasins, etc. Et en fait, il reprenait l'exemple du Grand Bazar en Turquie, qui est un énorme marché à ciel ouvert où tu peux toucher, goûter tous les produits, etc. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on est en train de revenir vers ces typologies de lieux-là, donc ces lieux de vie, comme tu dis, où justement on va pouvoir aller faire du sport, mais juste à côté, aller prendre un bubble tea, toucher, enfin vraiment voir le goût et l'odorat reviennent justement à l'ordre du jour. Et avoir des Et en fait, loisirs. Nous voilà. dernièrement par rapport à ça, Mais c'est nous surtout ce truc en mode voilà, tout est ouvert, tout est accessible et je suis pas cloisonné dans mon magasin avec mes cellules, etc. J'ai pas un néon bleu. Voilà, c'est vraiment un lieu de vie, échange. Et ça, c'est en train de changer considérablement comment on fait les centres commerciaux aujourd'hui. Donc ça, c'est un sujet à part, mais ça peut être super Non, mais intéressant. oui, oui, mais en fait, c'est intéressant parce que nous, effectivement, étant à Grenoble, ils ont inauguré dernièrement Nerpic, qui était une des grandes entités commerciales, justement, qui justement, crée Ouais,
ces nouvelles façons d'approcher ces centres commerciaux, c'est en faisant de ces centres commerciaux des lieux de vie avec du loisir, de la restauration, des magasins, Ouais, mais ouverts, avec effectivement aussi des espaces un peu de nature qui permettent de venir passer aussi un moment. Ce qui est vrai ouais, est vrai dans le bureau. On le voit même sur des usines. Hein, on a fait des vidéos concours où les chefs d'entreprise veulent mettre au sein de leur lieu de travail vraiment des espaces de vie dans lesquels on va ouais, vraiment se sentir en effet un petit peu parfois comme ce soit. Euh, alors, si on revient à Upfound, justement, alors ouais, euh, ouais. secteur en crise, On devait parler d'IA, non? et justement, voilà, j'en arrive sur l'IA. Euh, Justement, toi, tu as mis l'IA au cœur de la solution de Upfound, c'est vraiment le sujet. Et c'est même deux sujets, c'est data et IA. En quoi, Exactement. quelle est la vision d'Upfound, justement, par rapport avec l'IA et la data dans le secteur de l'immobilier? Hmm. Donc effectivement, c'est vrai que nous, on entend, enfin, l'IA, c'est le buzzword en ce moment. L'IA générative particulièrement change beaucoup la donne, euh, sur tous les secteurs, hein. Et de toute façon, ce qu'on voyait l'an dernier, c'était que il y avait commençait à avoir des expérimentations en fin d'année, mais là, cette année, c'est vraiment, voilà, les formations sont en train de se dérouler, les gens veulent aller plus loin sur tous les outils agents IA, etc. Donc, viennent nous voir parce que nous, justement, on est spécialisé sur cette verticale qui est l'immobilier d'entreprise. Donc, nous, historiquement, on était sur un métier vraiment de data. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, les entreprises, donc je vais parler des entreprises enfin, du B2B de manière générale, c'est que ce qui arrive, hein, c'est qu'en B2C, on a toutes ces applications qui sont hyper performantes, bah, ChatGPT, toutes les applis mobiles qu'on a, et dans l'entreprise, on a encore ces outils un peu à l'ancienne, etc. Donc le B2C est en avance sur le B2B, ce qui n'était pas le cas dans les années 90, par exemple. Ou par exemple, l'ordinateur portable, voilà, c'était quelque chose qu'il y avait que au bureau. On n'avait pas un meilleur ordinateur portable à la maison qu'au bureau. Et en fait, ce qui est ce qui est hyper intéressant de voir, c'est qu'il y a beaucoup de dirigeants qui veulent justement commencer à utiliser ces technologies-là et se dire, bah voilà, ChatGPT, ça pourrait être utilisé sur mes données immobilières, ça pourrait être utilisé sur mon patrimoine, etc. La problématique, c'est, comme je l'ai expliqué, le monde de l'immobilier, l'industrie est un peu en retard aussi en termes de digitalisation. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années, enfin, vous le savez tous, mais dans les années 2000, il y a eu le début de la digitalisation. Donc, on passe du papier au Excel, etc. Et dans certains secteurs de l'immobilier, c'est pas encore le cas, ou alors c'est un peu en retard par rapport à d'autres secteurs, euh, où justement, bah, on n'a pas en fait numérisé. Donc, la numérisation, c'était la première étape. Et ensuite, la digitalisation avec le cloud, on met tout dans des drives, etc. Et en fait, ça, c'est arrivé que très tard. Mais l'avantage avec l'IA, c'est que ce qu'on peut faire, c'est passer dans ce monde de l'IA qui est l'étape d'après la digitalisation, en faisant un saut de grenouille. C'est-à-dire que on va utiliser les technologies de l'IA pour scanner typiquement et aller agréger des données en interne qui sont pas forcément encore prêtes, etc. Aller les agréger directement avec de l'IA. Donc nous, on surfe un peu sur ce principe-là. Je peux présenter rapidement ce qu'on fait, ce sera peut-être un Alors peu ouais, plus concret. je pense que ce serait bien. Donc, je te laisse lancer la présentation. Ouais. Tu me dis quand c'est bon. Tchac. Top. Ouais, moi c'est bon. Ouais. Euh, Alors, voilà. je te rajoute à la scène. Voilà, c'est bon. Ouais, Allez, l'idée, vas-y. bon, Effectivement, de l'idée c'est présenter. pas de, Non, non, ouais, mais de au moins, présenter ce qu'on fait. de quoi il en retourne, c'est quoi le socle, quelle est la Ouais. solution que vous mettez en œuvre chez. Effectivement, donc nous on a cette solution data verticalisée, mais je vais l'expliquer justement par rapport aussi à cette vision du logiciel. Donc effectivement, on développe une plateforme, mais il y a vraiment toute une ribambelle de services qui vont autour de cette donnée. Et ça, on pourra en parler. Mais nous, pour le coup, on a choisi un peu le contre-pied de OK, l'IA arrive. Maintenant, soit on déploie une plateforme qui est telle quelle et qui s'adapte pas forcément aux environnements clients, soit on essaie de créer une plateforme, un operating system qui va et qui s'intègre avec l'existant. Et en fait, l'IA, faut le voir comme un peu le liant de tous ces mondes-là. Donc, je vais le réexpliquer tout à l'heure. Mais notre hypothèse, nous, chez Upfund, donc nous, c'est vrai qu'on a une petite startup, je ne suis pas présenté forcément de 15 personnes. On a fait une petite levée de fonds. On a des acteurs du secteur qui sont en train d'accélérer. On est dans l'écosystème classique, à l'Agence spatiale européenne aussi pour exploiter tout ce qui est données satellitaires. On est à Gouranos Station F, le hub IA, voilà, dans pas mal de
de consensus autour de l'IA, mais vraiment autour de deux gros services, c'est la data as a service, ce que je vous ai présenté, et aussi tout ce qui va venir autour de cette donnée-là, tout ce qui est agent, automatisation. Donc petite équipe, moi je m'occupe de la partie, on va dire, commerciale, relation client. Et c'est vraiment une entreprise vraiment tech. Moi j'ai codé sur les sur les premières heures. On a développé avec mon associé Mohamed Ali et Berem qui s'occupe de la partie financière. On a développé la plateforme. Et en fait, dans cette industrie-là, j'essaie de reprendre de manière très précise comment ça fonctionne, hein. Donc il y a un preneur qui va aller louer ou acheter un actif immobilier auprès d'un bailleur. C'est assez simple, hein, c'est une transaction immobilière classique. Et en fait, l'agent immobilier va faire le relationnel entre les deux. Et ce qu'on voit, la plupart des problématiques qu'on voit, c'est que bah déjà, l'agent immobilier a constamment besoin d'aller détecter des leads. Donc, des leads, c'est des opportunités, etc. Et donc, doit aller trouver des Lidl, des Carrefour qui cherchent des magasins et il doit aller trouver des propriétaires qui veulent vendre constamment. Donc ça, c'est de la détection de leads et c'est une des plus grosses problématiques que les clients du secteur rencontrent. La deuxième problématique, c'est que contrairement à l'immo résidentiel, comme on est sur des actifs qui sont plus gros, hein, des bâtiments, etc., on a besoin de faire beaucoup d'études et d'analyses. Et en fait, ça demande d'agréger énormément la donnée qui existe à la fois à l'intérieur de l'entreprise, mais à la fois à l'extérieur. Et Ce c'est qu'on là, en appelle, fait, que... sujet Ouais, important, excuse-moi, les données structurées de l'entreprise et les données non structurées. c'est Et même parfois exactement ça. parfois les données dans l'entreprise ne sont pas forcément bien structurées non plus. Exactement. Donc, si dans d'autres secteurs, tu vois, il y a des jobs qui commencent à arriver comme les CDO, les Chief Data Officer, dans l'immobilier, ça commence à arriver, on le voit. Mais en fait, c'est vraiment ce que tu as dit, c'est vraiment si on devait résumer dans une phrase, ce serait, ben, moi j'aime bien l'expliquer comme ça. Le monde se divise en deux catégories. La première, c'est la donnée interne qui est présente chez les clients, etc., dans les systèmes, dans le cloud, avec tous les documents PDF qui peuvent exister, ce qu'on veut. Et la deuxième donnée, c'est la donnée externe qui va venir de l'open data, qui va venir de LinkedIn, de tous les systèmes qu'on peut connaître, qui sont soit payants, soit gratuits, de l'open data. Et ensuite, on peut voir comme les agents IA comme étant un peu la colle, le liant, le ciment, pour la petite métaphore dans l'immobilier, de ces deux mondes. Et en fait, tout notre travail, nous, chez Upfund, ça va être d'aller travailler avec des acteurs pour à la fois agréger la donnée qu'ils ont en interne, mais aussi la compléter avec de la donnée externe. Et le but, en fait, c'est par exemple de structurer, c'est exactement le mot que tu as utilisé. Structurer, ça veut juste dire, j'ai de la donnée dans un PDF, je peux la mettre dans un tableau, une base de données, quelque chose de structuré. Donc ça peut être des fichiers volants, des PDF, des PowerPoint, des emails, des outils aussi, des outils métiers qui vont contenir des informations sur, je sais pas, des CRM, ça peut être des outils de gestion d'actifs immobiliers. Et en fait, on va utiliser l'IA pour aller structurer et faciliter la structuration dans des modèles déjà définis. Et en fait, l'idée, c'est de faire ça avec des acteurs du secteur. On fait ça avec des fonds d'investissement, des brokers, etc., qui nous donnent accès à leurs données. On développe sur leur sur leur infrastructure directement de la structuration de données avec des outils data d'agrégation de données. Et l'IA générative ici est hyper intéressante parce qu'elle permet de structurer. Et c'est pas l'usage qu'on a le plus en tête. Parce que souvent, en fait, on utilise l'IA pour générer des PowerPoint ou des PDF ou des présentations dans l'autre sens. Mais nous, on l'utilise beaucoup dans le sens de structuration. Et du coup, pour avoir une meilleure vue sur toutes ces données-là, l'idée, c'est d'aller la combiner avec de la donnée externe. Donc nous, on fournit énormément de données. On va aller miner de la donnée externe, qui est cette open data, qui est de la donnée LinkedIn, etc., qui va nous donner énormément d'informations sur des actifs. Et en fait, l'idée, la faille un peu qu'on a trouvée, c'est qu'en immobilier d'entreprise, à la différence de l'immobilier résidentiel, c'est que c'est plus facile de savoir quand une entreprise va déménager que savoir quand est-ce qu'une famille va déménager de son T5, par exemple. Et en fait, pourquoi? Parce que sur une entreprise, on a énormément de traces qui nous permettent d'aller agréger énormément d'informations au bâtiment qui concernent voilà, tout ce qui est qui sont les locataires de mon bâtiment, qui sont mes propriétaires. Et en fait, je vais pouvoir aller filtrer automatiquement des bâtiments qui sont, par exemple, en chute de consommation énergétique. Et directement, nous, on va venir travailler avec les photos, hein. Il faut savoir aussi que la photographie, aujourd'hui, beaucoup d'agents immobiliers utilisent Google Street Maps. C'est des outils hyper puissants qui permettent de ne pas aller sur le terrain, forcément. Ça marche un peu moins bien dans des endroits où la voiture Google ne passe pas forcément tout le temps. Mais en fait, on va pouvoir aller structurer aussi de l'info
et aller extraire, par exemple, de cette photo-là des informations en plus. Donc nous, on s'est rendu compte que ces clients-là, ils voulaient avoir cette donnée, que ce soit de la donnée interne ou de la donnée externe, dans des outils qui sont des outils qui permettent d'agréger des données d'annonces, voilà, sur des commerces ou peu importe, hein, toutes sortes de données. Mais en fait, on s'est rendu compte que la manière de consommer l'information dans ces logiciels, bah, elle allait changer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces outils, on en a construit pendant maintenant plus de 2 ans. Voilà, on peut faire des belles visualisations, c'est des outils, mais qui sont parfois compliqués et un peu complexes à prendre en main. Et en fait, l'avenir de ça, c'est des outils où justement on va simplifier l'accès, heu, à la recherche d'informations en mettant en place une IA qui va aller requêter de l'information géospatiale. N'importe quelle donnée sur un bâtiment ou sur une zone, on va pouvoir aller la recruter. Moi, j'aime bien le faire, par exemple, nous, ça, c'est des services qu'on est en train de développer parce que c'est pour ça qu'on a levé des fonds, justement, pour aller accélérer sur cette partie-là. Par exemple, donne-moi tous les immeubles de bureaux dans la petite couronne de Paris. Donc là, j'ai bien précisé petite couronne de Paris, exprès voilà, pour montrer que l'IA va comprendre petite couronne et va enlever tout ce qui est dans Paris. Voilà. Et là, on voit bien qu'il a sélectionné tous les immeubles de bureaux. Bon, pour ceux qui connaissent la défense classique, voilà, avec toutes les tours de bureaux, le Valois-Perret, mais il n'a pas pris des données qui sont dans Paris. Et en fait, ça va rendre beaucoup plus accessible la donnée qu'on a pour justement des gens qui sont sur terrain, qui sont sur WhatsApp. Et au-dessus de ça, on va pouvoir construire plein d'outils, des agents IA, et ça, je vais y revenir par la suite, qui vont permettre justement de faciliter un peu la consultation de toutes ces données-là. Voilà. Alors, très fort, très, très fort. Non mais là, T'achètes? 1, tu le présentes super bien, déjà bravo. C'est Ben, super. c'est mon métier, merci, c'est gentil Alice. Mais non, mais attends, c'est super clair. 2, la solution que vous avez montée, en fait, ce qui est très intéressant, c'est pour ça que j'aime bien rencontrer les entrepreneurs qui ont, pour ça que je dis, ont mis l'IA au cœur de leur solution. On n'est pas sur des solutions, on va dire, simplement en mode POC, on est sur des solutions qui sont aujourd'hui réelles. Et ce qui est très intéressant dans votre solution, c'est que vous avez mis toutes les couches, en fait, de manière verticalisée, c'est-à-dire les couches de données, qui sont la Ouais. matière première. Et c'est ça que les entreprises ne comprennent pas bien encore aujourd'hui. Et j'aime bien cette phrase qu'on partage, pas d'IA sans data. C'est-à-dire que le socle Mhm. de départ, c'est de créer les fondamentaux autour de la data qui sont vraiment importants, c'est-à-dire d'avoir de bonnes données en entrée, les avoir bien structurées, et même si on s'appuie sur des données non structurées, cette façon de les gérer est clé. Il y a une deuxième couche qui est effectivement d'utiliser l'IA pour pouvoir compiler ces données, les Mhm. organiser correctement et les présenter ensuite. Et il y a ta troisième couche qui arrive, qui est la couche d'interface, qu'on appelle parfois data vise, mais qui Ouais, aujourd'hui, exactement. cette notion de data vise qui est cette interface qu'on va voir pour aller demander à voir un tableau de bord, une information qui est assez simple parfois, qui était encore inaccessible jusqu'à maintenant. C'est ça qui est Ouais. assez fort, je trouve, aujourd'hui Bah, avec. c'était accessible, mais il fallait faire des requêtes, fallait être un peu sachant, faut être Et forcément ça sur coûtait un très cher. ordi. C'était long, ça coûtait Ouais, ça cher, coûte. et il fallait avoir une certaine expertise technique. Si la solution aujourd'hui est disponible, et effectivement là où vous allez développer toutes ces interfaces, c'est que vous, en fait, aujourd'hui, de manière, dans un langage plus naturel, on va être Mhm. capable de générer de la data vise. Et cette data vise, on va l'avoir de manière différente. Elle peut être spatiale, elle peut être sur un tableau Excel, elle peut être sur un document. Mais en tout cas, elle va permettre de Exactement. trouver de manière extrêmement simple l'accès à de l'information qui était très compliqué jusqu'à maintenant. C'était effectivement possible, C'est clair. mais pour avoir fait beaucoup de projets dans le domaine de la BI et de la data vise, c'est quand même des projets qui peuvent être extrêmement longs. Et ce qui est assez puissant, je trouve, dans votre cas-là, c'est que bah, justement, vous avez collecté de la donnée, vous avez fait ce travail que toute entreprise pourrait être amenée à faire, mais qui n'aurait pas forcément cette idée ou cette capacité à aller chercher la donnée à l'extérieur. Vous les avez compilés et vous avez monté toute la chaîne en proposant une solution clé en main et C'est disponible. ça. Bah, l'idée, nous, c'est d'être un peu les plombiers de la donnée, parce qu'effectivement, une fois que cette donnée, elle est construite et ces couches de données
elles sont validées, c'est-à-dire que la donnée, elle est fiable, etc. Là, en fait, on peut la brancher à, comme tu as dit, hein, la data viz, c'est un des gros cas d'usage qu'on voit, nous, sur le marché. Ça peut être sous forme de dashboard ou voilà, de données géographiques, peu importe. Mais c'est beaucoup aussi souvent sous forme d'études, d'avis de valeur. Nous, il y a beaucoup de personnes qui passent énormément de temps à créer ces études, surtout immobilières, sur une zone ou sur un actif, pour justement essayer de remporter un mandat. Donc ça, c'est des choses qu'on voit énormément. Il y a Absolument. des gens qui me demandent aussi d'automatiser un peu cette génération d'études, mais pour ça, ils ont besoin d'aller collecter des données. Et en fait, c'est pour ça que l'ère de l'API, et même plus loin, je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais du MCP, qui va permettre de connecter des API à des outils. Parce qu'aujourd'hui, voilà, ces fameux agents IA, si on en parle, en fait, un agent IA, c'est tout simplement, si par exemple ChatGPT ou un modèle de fondation comme Gemini ou autre, c'est le cerveau. L'agent, ça va être le corps avec les outils qui sont par exemple les bras, les jambes. On va lui donner accès à une boîte mère, on va lui donner accès à une base de données, on va lui donner accès à de la recherche. Il va avoir aussi une mémoire, donc il va pouvoir apprendre. Et en fait, on voit une multiplicité de cas d'usage arriver sur, par exemple, nous, on voit par exemple des fonds d'investissement qui reçoivent énormément de propositions d'agents immobiliers parce qu'ils veulent, ils ont collecté de l'argent, donc ils doivent l'investir dans des actifs. Et ils n'ont pas forcément le temps de scorer toutes les opportunités. Mais pour scorer une opportunité immobilière, il faut aller la confronter avec la donnée de marché. Donc, il faut aller brancher les tuyaux avec des données externes, etc. Ce qui fait en fait que les gens commencent à voir un peu la puissance de ces outils-là. Mais il y a une vraie acculturation qui nécessite d'abord de comprendre. Enfin, il y a plusieurs niveaux dans la compréhension de l'IA. Donc, nous, on intervient beaucoup pour auditer aussi les entreprises sur la manière dont la donnée est faite, hein, parce qu'il y a des choses qui sont faites. Il y a des entreprises qui ont des entrepôts de données qui sont déjà faites. Il y en a d'autres qui n'ont rien du tout, même pas de cloud. Donc, il y a vraiment, sur les PME, etc., du secteur, il y a un retard aussi qui est notable. Et en fait, c'est à nous d'aller rendre possible en fait tous ces agents IA-là. Et ce qu'on le voit, c'est effectivement la data vise, ça peut créer pas mal de cas d'usage, mais on le voit aussi sur la prospection. Parce qu'en fait, aujourd'hui, ta prospection, elle part d'une donnée de base, en fait, qui va être filtrée pour arriver à 5, 6, 7, 8 opportunités par jour. Et en fait, la manière dont on trie ces opportunités, aujourd'hui, elle peut être faite avec de l'IA. Si j'envoie la photo d'un immeuble, plus toutes les informations que j'ai, et que je lui dis par rapport à tout ce que tu as, est-ce que ça correspond à mon cahier des charges, moi, en tant qu'agent immobilier? Est-ce que moi, en tant qu'agent immobilier, je suis capable de commercialiser cet actif? En fait, ça va aider vraiment à la prospection. Et en fait, toute cette chaîne de valeur, elle est en train vraiment de se transformer. Et c'est pour ça, tu avais extrêmement raison d'appuyer sur la data. Le problème, c'est que c'est pas automatique. C'est que toutes ces données qu'on a produites, etc., il faut les mettre à disposition. Il faut les travailler et il faut aussi les rendre accessibles avec des agents IA aux agents immobiliers, aux asset managers, aux property managers, etc. Il y a une multiplicité des cas d'usage qui sont en train d'arriver, beaucoup de questionnements, beaucoup de peur aussi, beaucoup d'angoisse parce que il y a des cas d'usage en fait qui peuvent être poussés et aller très loin. Mais voilà, donc on est en train de vraiment de voir ça nous sur le marché littéralement. Alors justement, merci Mehdi, mais effectivement là, en tout cas, alors tu disais tout à l'heure, c'est un buzzword, mais pour moi, au-delà du buzz, en fait, c'est devenu une réalité et on voit bien que là, elle est opérante. Ça, c'est le premier point. Tu as un deuxième point aujourd'hui, c'est que l'IA, et tu l'as dit, l'IA, en fait, ce n'est pas de la magie. Ça suppose quand même, ça reste un Ouais, logiciel. C'est important de le dire, non, parce que, en fait, ça paraît magique, mais il y a quand même aujourd'hui une nécessité quand même de structurer euh, correctement l'approche. Parce qu'il y a bien encore deux notions qui sont pas bien appréhendées. Il y a une notion d'IA générative où, effectivement, sur ChatGPT, il nous génère mm, quelque chose. Et on a l'IA plus traditionnelle basée sur ce que vous faites encore aujourd'hui et sur lequel vous vous appuyez en partie sur l'IA générative, qui est la capacité en fait, à faire du logiciel basé sur un volume de données pour aller créer des applications métiers. ouais. Et Tu veux quelque dire part, l'IA prédictive sur la deuxième IA, absolument, l'IA qu'on peut appeler Ok. prédictive, on peut lui donner le nom qu'on souhaite, en tout cas beaucoup plus traditionnel, qui existe depuis déjà un certain temps. Et c'est le couplage des deux aujourd'hui qui fait qu'effectivement, on arrive à accélérer et à apporter encore plus de valeur. Alors, tu as également dit qu'il y avait beaucoup de questions et de craintes. Justement, je voulais en venir à là, c'est que plusieurs petites questions, parce que le temps avance. Des questions Ouais. sur justement la sécurité et la fiabilité des données, parce que c'est une vraie question. Aujourd'hui, on le voit encore avec. Tiens, j'ai un petit pouce qui est arrivé. Ouais, Alors, ça marche?
Ouais, ça marche bien. Ah, ok, trop Euh, bien. la question de la fiabilité des données, parce que c'est une vraie question, et notamment on le voit aujourd'hui à l'échelle internationale avec la question de la souveraineté des données, c'est un vrai, vrai sujet. Deuxième point, tu as parlé d'acculturation. Je pense que Ouais, souvent les entreprises se trompent sur le fait de dire, bah, en fait, je vais tout faire avec de l'IA. Donc là, il faut les éduquer un petit peu sur la manière de procéder. Et il y a des étapes de maturité à passer. Il faut comprendre ouais, d'abord de quoi on parle. Il faut identifier des use cases. Tu as utilisé le mot use case, cas d'usage. C'est vraiment important de les identifier et de voir effectivement ce qu'il y a beaucoup d'éléments déceptifs parfois. Hein, on le voit aujourd'hui. On était dans la hype justement, on est dans cette période-là un peu de déception en disant, bah, tiens, on a investi et finalement, il n'y a pas forcément de résultat. Donc, c'est important d'identifier ouais. justement la valeur par rapport à ça. Et le troisième point, en effet, c'est de travailler sur un schéma directeur ou sur des solutions verticalisées comme les tiennes pour apporter justement de la vraie valeur sur des sujets très concrets. Effectivement, donc c'est vrai, plusieurs sujets, hein. Le premier qui arrive souvent, plutôt chez les grands groupes, on va dire, c'est la barrière sécurité de la data. Donc nous, toutes les solutions qu'on essaie de déployer sont vraiment hermétiques, on va dire, au monde extérieur et sont vraiment déployées sur un serveur cible de notre client. Et en fait, là où ça pose des questions, les principales questions qu'on a, c'est sur est-ce que déjà le modèle que j'utilise, le modèle de fondation que j'utilise est sécurisé? Effectivement, si j'utilise ChatGPT avec une API publique, enfin voilà, avec un chat public, etc., la donnée potentiellement peut être réutilisée pour réentraîner le modèle. Donc il y a cette acculturation-là de sécurité, donc faut pas envoyer de la donnée, etc. Et il faut utiliser des modèles d'entreprise, parce qu'en fait, la vision plus lointaine de ces entreprises comme OpenAI, etc., c'est au fur et à mesure de créer de la mémoire sur toutes les tâches que les employés peuvent demander, typiquement à un ChatGPT entreprise ou autre, pour à terme, en fait, pouvoir être aussi un espèce d'agent qui comprend l'entreprise. Et par exemple, si tous les process qu'on a saisis sur l'onboarding d'un nouvel d'un nouvel alternant ou d'une nouvelle personne en CDI, bah en fait demain un employé qui est un peu perdu va aller demander justement au ChatGPT entreprise qui a appris sur cette mémoire. C'est pour ça que les fonctionnalités mémoire et outils sont en train de se développer dans ces plateformes-là. Et en fait, ça va créer une base de knowledge management. Donc c'est un peu les termes qui sont en vogue en ce moment. Parce qu'au final, quand on y réfléchit, une entreprise, c'est quoi? C'est des gens, c'est les collaborateurs hein, qui font l'entreprise, les salariés, l'équipe dirigeante, etc. C'est des process qui sont notés ou pas notés, ça dépend la maturité en termes de process de l'entreprise. Et la troisième, c'est les outils et les outils data qui sont mis en place. En fait, ce qu'on est en train de voir, c'est que sur cette partie knowledge management, les process de plus en plus sont intégrés dans des outils d'IA. Donc, on connaît Confluence, Notion, qui sont en train de faire ce travail-là sur la donnée. Et sur la sécurité, le problème qu'on voit aussi, c'est les gens voient des plateformes d'agents IA comme Make, Zapier, etc., qui sont des plateformes superbes pour aller connecter des outils. Mais en fait, ça pose problème chez les grands comptes parce que eux, ils veulent pouvoir déployer de manière sécurisée des agents. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que ce secteur va extrêmement vite. C'est-à-dire qu'en janvier, on commençait, il y a des plateformes qui permettent d'être déployées de manière sécurisée, comme par exemple N8N ou d'autres plateformes. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que Google, Amazon, Microsoft sortent leur studio d'agents IA. Ce qui veut dire qu'en fait, on a toute une série d'évolutions sur ce système d'agents IA. Donc aujourd'hui, il est possible dans Microsoft Studio, par exemple, AI Studio, d'aller déployer aussi des agents. Donc au final, cet objet agent IA, il peut être déployé par une entreprise tierce sur l'infrastructure d'une entreprise quelconque en fait. Et Mais de manière comme ça, sécurisée. et de manière sécurisée. Mais en fait, ça, c'est des sujets qui sont de plus en plus, voilà, ça avance très très vite. Donc nous, ce qu'on fait la plupart du temps, c'est qu'on développe un outil et on le place, on développe un agent IA, on le place chez le client de manière sécurisée. Après, il y a toute cette notion de c'est quoi comme produit? Est-ce que c'est du service? Est-ce que c'est un montant récurrent? Et en fait, il faut toujours raisonner en termes de valeur. Qu'est-ce que cet agent IA apporte à l'entreprise? Du temps gagné, de l'argent, des deals potentiels, etc. Et en fait, derrière, l'idée, c'est de valoriser ça en fonction de la valeur que cet outil peut produire. Mais nous, souvent, ce qu'on voit, c'est que au final, c'est de la mise en place, c'est du setup, c'est de l'intégration. C'est pour ça qu'on parlait de ce marché du logiciel qui est en train un peu de bouger vers le marché de l'intégration, où les éditeurs de logiciels vont aller de plus en plus intégrer les outils qu'ils développent. Voilà, c'est un peu le pari, nous aussi, qu'on a pris, ce qui fait qu'on doit être carré sur la sécurité. Maintenant, sur la question de l'acculturation, alors c'est hyper drôle. J'ai une anecdote moi j'étais voilà, j'étais chez un client.
Et c'était une formation sur un peu les outils IA utilisés, etc., pour les agents immobiliers. Et en gros, j'ai une personne qui m'a demandé littéralement, qui m'a dit, moi j'ai peur de ChatGPT parce que mon mari, quand il lui parle, il vous voit l'IA. Et en fait, s'il ne vous voit pas l'IA, bah, ChatGPT répond pas ou est très méchant. Et en fait, c'est assez marrant de voir que ChatGPT, dans sa mémoire, je sais pas pourquoi, mais peut-être que l'utilisateur a écrit avec des majuscules, hyper énervé, etc. Et a demandé à a demandé à ChatGPT de manière brutale peut-être. Et en fait, ChatGPT a inclus ça dans son process de réponse par rapport à cette mémoire. Et maintenant, on répond hyper mal à l'utilisateur. C'est possible. Ça existe, mais bon, il faut juste simplement enlever toute la mémoire et repartir à zéro. Et cette personne me dit, moi j'ai hyper peur parce que voilà, ChatGPT, si on le vous voit pas, il ne me répond pas. Et en fait, ça crée un peu cette question de dystopie, hein, Terminator, etc. Voilà, si je suis gentil avec l'IA aujourd'hui, peut-être dans 25 ans, quand tu auras un Terminator sur moi, je pourrais, pourrais éventuellement m'en sortir parce que j'étais gentil avec lui 20 ans avant. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et en fait, dans toutes les entreprises qu'on va voir, il y a deux groupes. Il y a les accélérationnistes et les décélérationnistes. Et en fait, il faut toujours trouver le bon compromis entre les deux. Et là-dedans, en fait, une fois que la culturation est faite, là, on peut arriver à la roadmap IA et quel est le cheminement qui va arriver Absolument. justement dans ces entreprises-là. Et justement, j'en profite, petit Ouais. moment de pub. Justement, c'est pour ça qu'avec iCademia, nous, on accompagne d'abord on incite les clients vraiment à, au sein de l'entreprise, expliquer les fondements de l'IA, comprendre comment on peut l'utiliser parce que même les solutions en standalone, elles sont déjà très poussées. Elles permettent de faire beaucoup de choses, mais il faut savoir les utiliser. C'est pas si simple que ça. Tu parles, enfin, il y a 1000 cas d'usage potentiels. Il y a beaucoup de solutions aujourd'hui qui se déploient sur le marché. Ça va très, très vite. Et donc, c'est la première étape, c'est justement savoir bien utiliser ces solutions. Ça, c'est la première étape. Et effectivement, comme tu l'as dit et comme on l'a rappelé, eh bien, nécessité de devoir identifier les cas d'usage, de prendre le temps de les évaluer et ensuite de créer ce schéma directeur et d'y aller étape par étape, parce que très important de dire que l'intelligence artificielle, quand elle sera appliquée dans les entreprises, deviendra des logiciels, en fait, hein, tout simplement. Mais on a aujourd'hui des couches, justement, d'accélération qui permettent de faire des choses peut-être beaucoup plus puissantes et beaucoup plus rapides et à moindre coût que ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Je Et reviens sur. Ouais, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en fait, il faut toujours prendre en compte le fait que le modèle aujourd'hui d'IA que vous utilisez aujourd'hui, donc O3 pour le dernier de ChatGPT, Gemini 2.5 pour Google ou le chat ou peu importe, en fait, ce sera le plus nul des modèles dans 2 ans. Ça veut dire, en fait, il faut toujours garder en tête par rapport à, voilà, je sais pas si vous développez ou prenez des solutions technologiques, que le modèle d'aujourd'hui sera le modèle le plus stupide de demain. Parce qu'en fait, les modèles sont en train de s'améliorer à une vitesse folle et aujourd'hui, on voit bien que sur des tâches complexes, moi, des fois, j'ai même plus besoin de valider certaines choses, c'est-à-dire dans le mode avec itératif avec le deep research, hein, qu'on appelle, ça devient extrêmement puissant. Donc, chaque fois qu'on met en place des solutions, qu'on pense à des choses, etc., faut toujours prendre en compte ce truc-là, de se dire que comme c'est en train d'avancer, toujours prendre le parti pris que ce qu'on fait, est-ce que ça vaut le coup de le faire si demain le modèle devient si puissant qu'en fait j'ai pas besoin de faire tout ce que je fais. Ça a l'air un peu con, mais c'est une règle qui est ultra pratique. Non, mais tu as raison de le rappeler parce que c'est encore en évolution, mais c'est suffisamment mature pour pouvoir démarrer. C'est là où c'est important aussi de l'entendre. Euh, Juste pour revenir à Upfound, justement, quelques Ouais. questions aussi pour peut-être conclure, parce qu'on a bien avancé dans ce podcast avec Là, il est beaucoup 53 là. Ouais, faut super qu'on... intéressant. Euh, Comment vous intervenez? C'est quoi le business model? Quels sont les projets de Upfound? Où vous en êtes? Où vous souhaitez aller? Bah, écoute, comment on intervient? Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est toute la partie éducative, on va dire, sur l'IA. Donc, rassurer, énormément, voilà, parler aux décideurs, former, rassurer, donner une vision un peu sur le futur. Nous, c'est assez simple la manière dont on intervient. Comme c'est des projets souvent qui sont complexes, nous, on se déplace, on vient, on fait un audit des données. Derrière, il y a des projets qui en sortent. Si ces projets incluent de la donnée typiquement externe, etc., donc là, on peut leur proposer d'utiliser des API, des services qui sont chez nous, hein, comme on est un fournisseur de données, ça, il n'y a aucun souci. Sinon, en fait, on les aide à déployer ces outils, ces agents. Et l'idée pour nous, c'est que nos clients, enfin, ils doivent être autonomes, on va dire, sur les outils
et prendre en main tous les outils qu'on leur met à disposition. Donc, effectivement, il y a une acculturation, mais il y a aussi une conduite du changement. Parce qu'un agent IA, il faut le surveiller, il faut le monitorer. Il faut en fait que chaque semaine, il commence à faire partie un peu du day-to-day, de la routine de la personne qui l'utilise. Et ça, pour le coup, on est en fait aux prémices de ce monde-là, donc on ne sait pas exactement encore comment ça fonctionne. Mais c'est de l'acculturation aussi. Et c'est un peu des changements de paradigme. C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai une tâche, potentiellement, demain, je vais la mettre dans un modèle qui va tourner toute la nuit et me faire un rapport asynchrone. Donc, c'est-à-dire, je vais donner la tâche et le lendemain, je la récupère. Et donc, c'est hyper important de prendre en compte ce truc-là. Donc, nous, Fun, c'est assez simple. Souvent, on arrive, audit, ensuite on déploie les API qu'il faut, etc. On développe, s'il faut, ces agents IA-là, et toujours sur la verticale de l'immobilier. Donc, en fait, ce qui fait notre force, c'est que nous, on a vu énormément d'acteurs sur ce secteur-là, donc on connaît les cas d'usage et on peut donner enfin, voilà, une idée des meilleurs cas d'usage pour ne pas perdre de temps à développer des choses qui sont pas forcément utiles. Donc donc un coût, logiciel, un coût, service, un coût, maintenance, j'imagine que ça c'est un package Exactement, voilà. quand on arrive. OK et votre roadmap, je sais pas sur les, 12-18 prochains mois, est-ce que ça va je pense qu'aller Euh, au-delà, c'est un peu compliqué, mais déjà là sur, Alors, nous l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est d'agréger le maximum de données qui puissent exister et de développer le maximum de connecteurs en fait sur ce secteur-là. Parce que ça paraît anodin comme ça, mais quand vous êtes dans l'univers de la vente, par exemple, les sales, vous avez des CRM, Salesforce, HubSpot, etc. Ces CRM sont hyper connectés et c'est pas du tout le cas dans l'immobilier. C'est-à-dire la plupart des outils qu'on va avoir bah, ça va être des outils qui sont potentiellement déconnectés, qui n'ont pas forcément d'API, etc. Donc, développement de connecteurs, maximum de mining de données pour nous, on va dire sur la roadmap. Et ensuite, toujours utiliser les derniers modèles pour essayer d'être le plus pertinent possible sur la mise en place enfin, d'agents IA au-dessus de ça. Et vraiment déployer une plateforme qui permette d'être, on va dire, plug and play pour n'importe quel agent IA développé sur n'importe quelle plateforme, que ce soit Amazon, que ce soit Make, que ce soit N8N qui puissent utiliser nos outils de manière simplifiée. On va dire que c'est ça notre revenu. 2 peut-être dernières, questions, Ouais. heu et après une petite conclusion. La 1re, c'est, par rapport à vos solutions, justement, vous ciblez, en termes de profil, les brokers. Enfin, juste rappeler peut-être les personas en quelques mots pour qu'on comprenne bien, à qui tu t'adresses. Ben, en fait, sur ce système d'ingénieur, nous, on maîtrise énormément la partie, en fait, c'est la partie prospection. C'est nous sur laquelle on va dire on est meilleur. Donc, c'est tout ce qui est brokerage, développeur, tout ce qui va être chargé d'expansion dans le retail, etc. En numéro 2, on s'adresse aussi aux asset managers qui ont énormément de tâches, justement, automatisées dans leur day-to-day. Donc, les propriétaires, c'est ça un asset manager, ou des personnes qui vont gérer du patrimoine. Ensuite, on a beaucoup tous les métiers qui sont autour de l'immobilier où il faut agréger de la donnée autour du bâtiment, agréger de la donnée documentaire ou de la donnée géospatiale hein, qui peut être attachée à n'importe quel bâtiment. Donc on va dire que nous, on excelle vraiment dans la partie prospection. Après, sur la partie gestion aussi, on a beaucoup de solutions. Et on est en train aussi de s'ouvrir aux collectivités locales, parce qu'il faut savoir que ces métiers-là, en fait, se retrouvent l'immobilier. Il faut se dire que l'immobilier, il est présent dans n'importe quelle entreprise. Toute entreprise qui dépasse les 500, les 200, 300 employés, à un moment donné, va commencer à avoir des questions sur la gestion de son patrimoine. Donc nous, on intervient à ce moment-là, en fait, dès qu'il y a de la gestion, il y a de l'agrégation de données à faire. Donc numéro un broker, numéro 2 asset manager, numéro 3 tous les métiers du secteur, type AMO, type promoteur, etc., etc. OK. Dernière question, Mehdi, le futur de l'immobilier avec l'IA, est-ce que demain, est-ce qu'il y a un fantasme autour de dire qu'on pourrait, justement remplacer l'humain par l'IA, pour, gérer des ventes immobilières? Alors donc ça c'est un peu la question trendy. À chaque fois on me la pose. Donc l'avantage de l'immobilier, c'est que en fait ce qu'il faut se dire, c'est dans l'ère de l'IA, les métiers qui vont avoir de la valeur sont les métiers où il y a de la relation humaine qui ne peut être automatisée, en quelque sorte. Par exemple, de la vente. En fait, dès qu'il va falloir vendre quelque chose, un service ou autre, qui a une valeur de plus de 10 000 euros, ça passera forcément par de l'humain. Donc, typiquement, les métiers de la vente, tout ce qui est préparation, etc., script, tout ça, ça va être extrêmement automatisé. Mais vraiment, la partie transactionnelle pure, celle-là ne va pas être automatisée, en tout cas pas tout de suite. Et l'avantage dans l'immobilier, c'est qu'il y a toute une partie
et je parle pas de l'immobilier résidentiel qui lui est vraiment à part parce que quand on achète par exemple un appartement ou quand on achète sa résidence principale, c'est vraiment de l'émotion. Ça veut dire, voilà, on le fait une fois dans sa vie, c'est sa résidence principale, etc. On y met du cœur. Et ça, en fait, c'est difficile de le voir automatisé avec un agent IA ou quelque chose qui est vraiment purement digital parce qu'il y a cette poignée de main, parce qu'il y a la visite, parce qu'il y a le coup de cœur, parce qu'il y a tout ça. Et en fait, dans ces métiers d'immobilier, il y a certains métiers qui vont être automatisés plus vite que d'autres, et d'autres métiers où il y a du relationnel qui est mis en jeu, qui vont durer, à mon avis, et c'est ma vision. Super. En tout cas, Mehdi, merci. On arrive au terme de ce podcast avec plein de sujets super intéressants et j'avais encore beaucoup de questions, mais ça fait Ah déjà ouais? 1 heure d'échange. Ah, faut me dire, Euh, hein. non, 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 mais écoute, c'était extrêmement intéressant parce qu'on a parlé à la fois du secteur et à la fois de ta solution et des enjeux de l'IA dans ce secteur. Un très grand merci. Peut-être un dernier mot auprès de nos auditeurs, et notamment des agents, des acteurs de l'immobilier, sur justement un mot très général et même un mot sur justement la mise en place de l'intelligence artificielle dans leur entreprise. Ouais. Alors moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que c'est vraiment, en fait, il faut programmer son mindset pour commencer à intégrer, on va dire, l'IA dans notre quotidien. Donc c'est quelque chose qui va arriver fort dans les prochaines années. Et l'adoption, elle est incroyable. Aujourd'hui, voilà, ce matin, mon père, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'en ai marre de l'avocat qu'on a, je vais aller poser le dossier judiciaire moi-même. Il rédige ses LOI, ses lettres, etc., tout seul avec l'IA. Il me dit, c'est incroyable. Donc l'adoption est là. Maintenant, il faut mesurer et il faut pas forcément non plus avoir peur, hein. Donc, faut tester. Faut être toujours voilà en phase de recherche de ce qu'on peut mettre en place dans notre quotidien, sans pour autant essayer de voir trop loin, en se disant ouais, je vais essayer d'automatiser X, Y, Z, tâche par tâche, outil par outil, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit. C'est vraiment le conseil que je donne. Intégrer ces outils dans le quotidien, doucement, et à un moment donné, en fait, ça deviendra quelque chose qui est naturel, et ça vous aidera à automatiser votre quotidien, parce qu'il y a des tâches qu'on aime faire, il y a des tâches qu'on n'aime pas du tout faire. Donc, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'on peut en tirer, et il faut pas se bloquer, faut pas se dire, voilà, moi, je suis nul en IA, ou c'est des choses que ouais, je comprends rien, etc. Le prompt, il est super simple. Il y a des personnes de 70 ans qui peuvent prompter, de 80 ans, et on s'est rendu compte qu'il y a une meilleure adoption même pour les personnes âgées parce qu'elles font une meilleure description de leurs demandes sur ChatGPT, ce qui est assez drôle, et ce qui est la première technologie comme ça, alors qu'avant, il fallait taper sur le téléphone, ou taper sur un clavier, etc. Et c'était pas des choses forcément adaptées. Le mode vocal est super intéressant aussi, donc faut exploiter tous ces outils-là et ne pas se mettre de barrières, apprendre petit à petit. Il n'y a pas de nul ou de moins nul, c'est des choses qui vont arriver pour tout le monde. Voilà. Absolument, merci. Effectivement, par rapport à cela, nous-mêmes, on accompagne en formation justement les entreprises sur ces questions de première, on va dire, mise en œuvre de l'IA au sein de leur entreprise. Un très grand merci, Mehdi. Upfound, retenez ce nom parce que dans le domaine de l'immobilier d'entreprise, avec son équipe, Mehdi est capable de pouvoir justement apporter des solutions très concrètes, c'est très important de le dire, des solutions concrètes et qu'on met en œuvre parce qu'on est au début aussi de cette vague, c'est-à-dire on a beaucoup parlé d'IA et les gens, souvent, les questions qu'on pose, c'est on parle d'IA, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et bien là, quelque part, vous apportez une réponse. Et bravo à toi et ton équipe pour ça. Bah, merci à toi pour l'invitation, c'était top. Super question. Et puis, bon courage à toi pour pour la suite. Et à bientôt. Ciao. Merci, ciao.